Donc aujourd'hui, je vais vous parler des épidémies de rhinopneumonie. Donc on va partir de rétrospectives de plusieurs cas d'épidémies qu'on a pu rencontrer. Alors l'année 2021, sur le plan sanitaire vétérinaire, a été riche en événements majeur, puisque un virus, tout le monde l'a su, s'est développé en Espagne et s'est ensuite répandu dans toute l'Europe, ou presque, enfin dans 10 pays d'Europe, avec une mortalité importante. Donc les épidémies de rhinopneumonie sont occasionnelles, ce n'est pas quelque chose de rarissime. Heureusement, elles n'ont pas toutes les mêmes conséquences. Donc on va voir à partir de plusieurs cas, comme ça, l'évolution possible de ces épidémies. On verra, je dirais 2 mots sur les caractéristiques du virus et surtout pour permettre de tirer conséquence des différentes épidémies que j'ai pu constater. Donc pour ça, j'ai été confronté moi personnellement à 4 épidémies. On en développera 2, les autres servent juste d'appui. D'abord, dans le premier cas, on a une épidémie de rhinopneumonie à herpès 4 en 2014 à Pau, dans une écurie de 240 chevaux. Il y a eu 13 chevaux atteints dans un barn de 60, avec un cas de mortalité de forme nerveuse à l'herpès 4, ce qui est rarissime. L'impact a été relativement faible. Je ne développerai pas tellement cette épidémie. On a eu ensuite, en novembre 2020, c'est assez récent, une épidémie aussi d'herpès 4 sur le centre d'entraînement de Pau, qui s'est développée sur l'ensemble du centre d'entraînement, donc elle a été partiellement contrôlée. Il y a eu beaucoup de tests PCR de réaliser. On a pu contenir cette épidémie et éviter la diffusion à d'autres centres d'entraînement. L'impact a quand même été assez important sur le programme des courses. Ensuite, on a l'épidémie dont tout le monde a entendu parler, qui a commencé en février à Valence en Espagne, sur le Valencia Spring Tour. Là, il y a 750 chevaux qui ont transité par cette structure où il y avait des concours, donc ça a été majeur, et des chevaux qui venaient de toute l'Europe. Et là, l'épisode a été particulièrement sévère. Il y avait 50% des chevaux qui ont présenté des signes respiratoires. Il y a une centaine de chevaux qui ont présenté des signes nerveux en tout. Et puis surtout, ça s'est répandu dans toute l'Europe, dans 10 pays. Impact majeur sur les compétitions. Vous avez tous été impactés par ce phénomène. Donc c'était très important. Pour décrire cet épisode, je me limiterai aux données officielles. Je ne vais pas revenir sur des informations qui n'ont pas été vérifiées. Donc on va se limiter aux informations officielles. Donc cette épidémie s'est développée sur le centre d'entraînement. En fait, les chevaux étaient hébergés dans simplement 2 structures. Il y a le petit carré, ça c'est des boxes fixes, et le grand carré, c'était des boxes temporaires. Tous les chevaux ont transité juste dans ces 2 écuries-là, donc ce qui fait un certain confinement. Donc tout a commencé officiellement, là encore, les premiers rapports remontent au 20 février. Le 20 février, on est informé qu'il y a d'abord 11 cas qui font de la fièvre le matin. Le soir, reprise de température, on est déjà passé à 20 cas en hyperthermie. En même temps, il y a 4 chevaux qui avaient quitté le site une semaine auparavant, qui présentent des signes de fièvre et des débuts de signes neurologiques en France. Donc, tout ça met les autorités en alerte maximale, avec arrêt de la compétition immédiatement et mise en confinement des chevaux qui étaient présents. Mais entre-temps, d'autres chevaux avaient déjà quitté le site. Donc le 22, 2 jours après, les organisateurs ont réussi à retracer la totalité des chevaux qui étaient passés par le site pour les informer de la situation, leur dire vous avez été potentiellement contaminés, pour isoler les chevaux qui étaient déjà partis. 2 jours plus tard, on a eu confirmation par le laboratoire qu'il s'agissait bien d'un herpès virus de type 1 avec forme neurologique. Très rapidement, parce que là on était le 21, là, le 25 février, on a déjà une aggravation majeure de la situation clinique avec de nombreux chevaux malades.
Et le 26 février, on a le premier cas de mortalité. Et là, vous voyez, on a déjà un grand nombre de chevaux malades. Alors officiellement, il y a eu 47 chevaux testés et 17 positifs. Mais probablement, ça c'est ce qui a été testé. Probablement, il y en avait plus. Parallèlement, des chevaux qui étaient partis en Belgique se sont avérés positifs. Donc, l'extension de l'épidémie en Belgique. À noter que ce jour-là a été aussi rapporté à Béjar de la Frontera. Ça, c'est tout à fait au sud de l'Espagne, là, au niveau de Gibraltar, où il y avait de la même façon un meeting de CSO de très grande ampleur avec là pour le coup, près de 2000 chevaux qui étaient présents. Et à cet endroit-là, un cheval faisait de la fièvre. Donc déjà, ça commençait à mettre la puce à l'oreille. Le 28 février, la mortalité est montée à 4 et le foyer se déplace vers l'Allemagne. Le 1er mars, la fédération décide de supprimer, d'annuler momentanément pour un mois tous les concours, et ça vous l'avez constaté, tous les concours en Europe continentale. Le 3 mars, la mortalité continue à augmenter. Alors des chevaux avaient été transférés, parce que ces chevaux-là sont très très difficiles à médicaliser. Donc il y a des chevaux qui avaient été envoyés dans des hôpitaux à Valence et à Barcelone. Donc c'est pour ça que plusieurs cas de mortalité sont avérés à Barcelone, mais en fait ils avaient été transportés dans un hôpital pour des soins. Donc le 4 mars, la mortalité continue à progresser. Là, c'est vraiment très, très inquiétant au niveau européen. On a des morts maintenant en Allemagne, partout. Là, c'était particulièrement inquiétant. Et un foyer déclaré jusqu'en Suède. Le cheval qui avait des signes, qui avait de la fièvre il y a quelques jours à Béjar de la Frontera, celui-là a présenté des signes neurologiques. Donc là, c'était aussi inquiétant. Par contre, les prélèvements s'étaient révélés négatifs. On pourra revenir sur cette question-là après. Le 5 mars, toujours augmentation de la mortalité. On passe à 9 morts déjà. À ce moment-là, le virus a pu être typé. Donc les laboratoires on avait isolé le virus, mais après il y a plusieurs classes dans les virus, et là on a pu le caractériser. C'est important ça de caractériser précisément, de typer le virus, parce que comme je vous disais, il y a des épisodes qui peuvent arriver à droite à gauche. Ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que le cas qui apparaît en Allemagne, en Belgique, est-ce qu'il provient bien de ce virus-là? Parce qu'après coup, il y a eu d'autres épisodes, mais ce n'était pas le même virus. Tandis que le typage, il va permettre de tracer le voyage du virus à travers l'Europe. Donc le 8 mars, on progresse, il y a toujours des morts, on passe à 10 morts. Et un cas, vous voyez, presque chaque jour, il y a un mort de plus et un nouveau pays qui est contaminé. Donc là, le 10 mars, c'était l'Italie qui rapportait son premier cas. Le 9 mars, encore pareil, même situation. Par contre, sur le site, à ce moment-là, mi-mars, ça commence un petit peu à s'améliorer. Les chevaux qui sont sur le site sont en traitement, mais il n'y a plus que 10 chevaux en traitement à ce moment-là. Par contre, les chevaux sévères ont été, comme je vous le disais, envoyés soit à Barcelone, soit à Valence, dans des hôpitaux spécialisés. Alors, en Belgique, ils ont isolé à cette date-là aussi un cheval qui est revenu positif, mais lui, il ne revenait pas de Valence, il revenait de Béjar de la Frontera. Donc, le prélèvement qui avait été initialement négatif, il a masqué un petit peu la situation, parce que probablement, il y avait aussi, le virus circulait aussi là-bas. Donc, le 10 mars, même cas de figure. Et là, il y a des cas qui viennent à nouveau de Béjar de la Frontera qui sont déclarés positifs après avoir été transportés en France et en Belgique. Donc là, à ce moment-là, l'épidémie, il y a une très très grosse suspicion sur le site de Béjar de la Frontera. Et là, il y avait, je vous disais, 2000 chevaux qui étaient localisés. Donc il y a eu un isolement à cet endroit-là, tout de suite. Initialement, et on a dit pendant 21 jours, le site sera confiné. Entre-temps, pour les chevaux de Valence, il y a une chose qui a été mise en place et qui a été très très bien, c'est qu'ils ont permis aux chevaux de quitter le site, mais jusque-là, il y a des chevaux qui partaient et qui partaient un petit peu n'importe où.
À partir de cette date-là, ils ont dit c'est important que les chevaux ils partent dans des endroits de quarantaine contrôlés. Et ça a été une très très bonne décision. Ça a permis d'éviter la dissémination vers des endroits où on n'avait plus de contrôle. Donc, à la suite de ça, à Valence, le 13 mars, il n'y avait plus de chevaux en traitement sur le site. Hein. Donc, il y a eu aussi un passage, là je ne vais pas le développer vraiment, mais des chevaux qui étaient à Valence étaient allés au Qatar, à Doha. Il y avait eu des prélèvements qui avaient été faits là-bas. Là-bas, tout avait été négatif. En France, par contre, il y a eu un cas positif qui avait été en contact avec un cheval qui revenait de Doha. Enfin, je fais ça relativement simple, mais il y avait un petit peu des doutes qu'il y ait pu y avoir des passages du virus par le Qatar, même si les prélèvements à ce niveau étaient toujours restés négatifs. Donc là, le 13 mars, ils ont organisé le départ des chevaux de Béjar de la Frontera, mais vers des centres contrôlés. Ça, c'était important. Le 16 mars, il y a encore de la mortalité. Là, ça devient quand même, on arrive à 17 morts. Hein. Et la Slovaquie aussi déclare un premier cas. Donc on voit toute l'Europe petit à petit avance. Après, c'est le Danemark, on va reprendre. Le Danemark, il y a eu des épisodes aussi et de la mortalité avec des avortements en Allemagne. Donc, pour finir, fin mars, la situation revient sous contrôle. Et en avril, on peut réouvrir les sites de compétition en Europe, mais avec des protocoles très stricts de contrôle de température. Le bilan, il est très lourd, hein, parce que il y a eu 18 morts chez les chevaux, donc il y a un impact économique majeur, des concours arrêtés, enfin ça a un impact économique majeur. Donc là, je vais passer à un deuxième épisode auquel j'ai été confronté un petit peu de façon plus rapprochée. C'est l'épisode qui s'est passé à Pau en avril 2017, dans une écurie. Donc, et ça, là, on a eu 19 cas de forme nerveuse, 3 morts. Localement, ça a été un impact très fort, mais par contre, l'impact a été juste local. Pour présenter un peu la situation, le virus est apparu dans une écurie, comme je vous disais, de 240 pur sang à l'entraînement. Ces pur sang étaient répartis en 3 sites. Le carré du haut est agrandi sur la droite. On avait un endroit où il y avait 60 pouliches, un barn et une cour, un barn contenant 58 mâles, distant à peu près de 250 mètres les deux unités, et de l'autre côté du centre d'entraînement, des autres barns avec 120 chevaux. Le virus est apparu dans le barn des mâles, c'est-à-dire où il y avait 58 chevaux, et le tout était dans le centre d'entraînement de Pau, qui à ce moment-là contenait à peu près 700 chevaux à l'entraînement. Pour vous présenter la situation, j'ai fait le dessin du barn où chaque carré bleu représente un box. Quand un cheval fait de la fièvre, le carré va s'allumer en jaune. Quand le cheval présente des signes nerveux, il apparaît en vert. Et la gravité des signes est proportionnelle à l'intensité de la coloration. Malheureusement, certains chevaux sont morts. Quand il y a un cas de mortalité, le box apparaît en rouge. Donc tout commence le 30 mars. On a un cas de fièvre, comme ce qu'a présenté le docteur Dablon. Dans une écurie d'entraînement, un cas de fièvre, ce n'est pas très, très inquiétant. Il est traité symptomatiquement. Le lendemain, il a encore de la fièvre, rien de grave. Le surlendemain, par contre, on a les deux chevaux à côté qui présentent aussi de la fièvre. À ce moment-là, on dit, là, ça commence à s'étendre, on va quand même faire des prélèvements. Manque de chance, vous regardez la date, samedi 1er avril. Samedi 1er avril, prélèvement, comment on envoie ça? Chronopost, il n'y en a pas, le laboratoire, il ne pourra pas de toute façon l'analyser. On est obligé d'attendre un petit peu. Donc on reporte le prélèvement au lundi. Le dimanche, les chevaux sont au repos, tout se passe bien. Il y a toujours un cheval qui a de la fièvre, personne n'est énervé. Le 3 avril, on fait nos prélèvements et on les envoie. Toujours un cheval qui a de la fièvre, rien d'inquiétant. Le 4 avril, plus de fièvre sur tous les chevaux. Dans cette écurie-là, les chevaux sont prélevés une fois par jour, température contrôlée une fois par jour. Le 4 avril, aucun problème. Gros problème, 5 avril, on reçoit le résultat positif EHV1.
Le HV1, c'est vraiment un virus. Autant les autres, un rhinovirus, tout ça, ça se gère facilement. Herpès virus de type 1, c'est vraiment une sonnette d'alarme majeure. Il y a des risques très très importants. Il faut tout de suite prendre des mesures. Là, il ne faut vraiment pas traîner. Donc on a mis en place, le jour même, alerte au rouge, mise en place de mesures prophylactiques qui vont se répartir en 4 niveaux. D'abord, on disait l'isolement, la désinfection, la surveillance et la détection de nouveaux cas, et puis l'information. On verra, l'information, c'est capital aussi. Donc, d'abord, l'isolement. Nous, ce qu'on a décidé, c'est qu'on n'arriverait pas à isoler le virus box par box. Dans un barn, les chevaux sont trop près les uns des autres. On a considéré la totalité du grand barn comme contaminée. Par contre, on a focalisé toute notre attention à éviter la contamination aux autres écuries pour préserver les autres chevaux. Et là, il y a vraiment un travail d'information majeur pour le personnel, parce qu'il ne va pas falloir que le virus se transmette d'un endroit à l'autre, et ça, c'est vraiment très difficile à obtenir. Ensuite, la désinfection. La désinfection, c'est pareil, on n'a pas fait de désinfection des locaux tout de suite. Bon, on va voir un petit peu plus en détail après. On a séparé les lots, c'est-à-dire que les chevaux contaminés, on les a envoyés parce que tous les chevaux étaient quand même pas malades, donc il fallait quand même les sortir. Donc dans le barn contaminé, les chevaux sortaient à l'hippodrome, ils suivaient le chemin rouge, et les chevaux des barns sains ont été envoyés s'entraîner au centre d'entraînement sur des chemins séparés. En plus, on a décalé dans l'espace, mais aussi dans le temps, en décalant les lots de 30 minutes. Comme ça, on était sûr que les chevaux ne se croisaient pas. Donc, la désinfection du matériel. Les chevaux n'avaient pas tous une brosse, un matériel attitré à chacun. Là, le matériel individuel a été acheté pour tous les chevaux. Il n'y avait aucun transfert par le matériel de pansage. On a fait une désinfection des box après chaque lot. C'était difficile d'avoir une bride par cheval, par lot. Et la ferrure a été reportée. Dans un premier temps, on s'est dit, c'est pas la peine que le maréchal ferrant fait à les chevaux. En situation d'urgence, on a reporté la ferrure. Dans le cas de la rhinopneumonie, la transmission indirecte est très importante. Quand on a touché le cheval, on peut avoir du virus sur les mains et le transmettre à d'autres chevaux. Donc là, il y a eu une information du personnel très stricte. On avait la chance d'avoir un personnel hors norme, extrêmement motivé, extrêmement consciencieux. Ça fait toute la différence. Donc, il a fallu dire à chaque écurie, chaque unité, de ne plus avoir de contact avec les autres écuries, ce qui est difficile à obtenir. Et on leur a demandé, après chaque journée de travail, de se doucher entièrement et de changer entièrement d'habit. Ce qu'ils ont tous fait magnifiquement. On leur demandait de se désinfecter les mains entre chaque lot aussi, après avoir monté chaque cheval. En tant que vétérinaire, je pense qu'on a un rôle très important aussi dans ce type d'épidémie, parce qu'on peut très facilement être vecteur. Donc il faut avoir une tenue appropriée, des surbottes, une blouse, une tenue dans cette écurie-là. J'avais la même tenue, et après, en quittant l'écurie, c'était une douche désinfection complète et changement de tenue. Ça, je pense que c'est important, et dans l'épisode qu'on a eu en 2020 d'herpès virus 4 sur le centre d'entraînement, cette pratique-là n'a pas été partagée par tous les vétérinaires. Du coup, on a vu le virus se promener d'une écurie à l'autre. Je pense que c'est important. Les maréchaux ferrants aussi, dans une certaine mesure. Donc, désinfection des locaux. On n'a pas désinfecté les locaux immédiatement, parce que le virus circule, ça ne sert à rien de désinfecter, il va être recontaminé aussitôt. Par contre, on a mis des pédiluves partout pour éviter que ce soit transmis. Alors ensuite, la surveillance et détection des nouveaux cas, c'est un petit peu la question de tout à l'heure. Ça, c'est capital. Il fallait voir dans les autres barns si le virus ne se transmettait pas. Donc là, on a demandé à prendre la température sur tous les chevaux, là, matin et soir. Alors, on voit les cahiers, ils ont noté magnifiquement les températures, et c'était fait de façon très sérieusement. Ça, c'est capital. Ensuite, si un cheval faisait de la fièvre, il y avait une détection
du virus par PCR, mais on a fait très peu de prélèvements parce qu'il y avait peu de cas suspects. Et les prélèvements ailleurs se sont avérés négatifs. L'information, pour moi, ça a été capital. Il faut informer le personnel du risque et il faut vraiment qu'ils aient une très bonne compréhension de la situation. Parce qu'il faut une attention constante, c'est de tous les jours. L'information du milieu professionnel, l'entraîneur a été, dès le premier jour, il a décidé d'être parfaitement transparent et de mettre toutes les cartes sur table. Ça, c'est très important aussi, parce qu'il ne faut pas mettre les choses sous le tapis en disant « demain, ça ira mieux ». Dans ces cas-là, le lendemain, ça va toujours pire. Donc, et après, quand les choses sont sous le tapis, elles finissent toujours par ressortir. Juste un mot sur les réseaux sociaux. On a averti les gens, mais on n'a pas utilisé les réseaux sociaux pour communiquer. Et on a même demandé au personnel de ne pas donner leur avis sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a énormément de gens qui ne connaissent rien et qui parlent beaucoup sur ces réseaux sociaux. Et on a voulu garder le contrôle de l'information. Il faut être, je pense, transparent, mais il faut faire attention, il y a aussi beaucoup de fausses informations qui circulent. On va continuer un petit peu. Donc le 6 avril, la situation, on a notre prélèvement qui est positif, on a mis en place notre isolement, et tout est un petit peu normal, comme une épidémie respiratoire. Là, vous voyez les cas apparaître, mais quand même le 9 avril, on commence à avoir quand même beaucoup de chevaux qui ont de la fièvre. Hein. Donc là, les gens commencent à comprendre pourquoi on prend les mesures d'isolement qui sont contraignantes. Le 10 avril, toujours beaucoup de cas. Entre-temps, on a pris rendez-vous avec l'hippodrome pour faire une réunion d'information avec tous les entraîneurs du centre d'entraînement pour répondre à leurs questions et surtout leur dire les informer des mesures qu'on avait prises pour qu'ils prennent les mêmes, pour détecter éventuellement si le virus pouvait se rendre dans leurs écuries. Ça a été, je pense, très productif. Dans le 12 avril, voilà, on a notre premier cas neurologique. Vous voyez le cheval qui doit sortir au lot, mais là, il est incapable de marcher, des marches complètement ébrieuses. Donc, vous voyez, on est quand même... Ça fait un moment que l'épidémie s'est développée. Et voilà, là, maintenant, on a notre cas neurologique. Là, par contre, les gens commencent à prendre la conscience de la réalité, de la gravité du problème. On commence à savoir pourquoi on fait toutes ces mesures. Le 13 avril, on a une forte augmentation des cas neurologiques. Vous voyez, les cas neurologiques, ils apparaissent en vert. Là, il y en a vraiment beaucoup. Et des cas sévères. Et on a notre premier cas de mortalité. Là, c'est vrai que c'est la panique un petit peu totale. Là, face aux cas neurologiques, on décide de mettre en place un traitement. Il y a un traitement spécifique, on en reviendra tout à l'heure, des antiviraux. Alors, il faut se procurer des antiviraux. C'est un traitement qui est très cher, hein, aux alentours de 1 500 € par cheval. Heureusement, on n'avait aucune contrainte financière dans cette écurie-là, mais la contrainte a été la disponibilité du médicament. Parce qu'un médicament, un cheval, c'est 10 humains en poids, hein, 50 kg, 500 kg. Donc, si vous voulez traiter, là, dans le cas présent, on avait traité 4 chevaux, c'est comme si on traitait 40 humains. Et trouver des médicaments pour 40 humains pour un antiviral, ça a été difficile. Donc, mais on a mis en place le traitement. Le 15 avril, on a toujours des cas importants. 16 avril, ainsi de suite. Mais on a une certaine amélioration des cas neurologiques. Vous voyez, un petit peu moins de cas et puis ils sont un petit peu plus clairs. Mais le virus circule toujours. On a toujours des cas qui sont fébriles. Vous voyez, mais ça diminue gentiment. On a des cas sporadiques, comme ça, un qui apparaît, puis un autre. Il y a vraiment des cas, mais c'est assez sous contrôle. Le 29 avril, assez bizarrement, on a eu un cas neurologique qui est apparu comme à retardement. Mais par contre, il s'est amélioré assez vite. Comme vous voyez, là, il s'éclaircit, et là, il disparaît. Le 2 mai, on a malheureusement le 3e cheval qui est décédé. En fait, il est décédé, il était encore, si vous regardez la diapositive d'avant, il avait encore des signes neurologiques. Mais ce jour-là, on a dû malheureusement l'euthanasier en raison de fourbure, qui était peut-être à mettre en relation avec les traitements qu'il a eus. Il avait reçu des traitements avec des corticoïdes. Et sur un cheval fragilisé, c'est possible que ça ait précipité la situation. Mais il fallait le soigner aussi.
Le 3 mai, il n'y a plus de cas de fièvre. Et là, pendant plusieurs jours, tout semble revenu normal dans l'écurie. Par contre, important, on maintient toutes les mesures de précaution. Et ça, là, c'est difficile aussi d'expliquer aux gens. Après 10 jours sans aucun cas d'hyperthermie, là, on a décidé de reprendre un PCR sur l'ensemble de l'effectif, c'est-à-dire les 240 chevaux. Non seulement les 60 du barn considérés, mais aussi les deux autres unités. Et là, sur les 240 chevaux, on a eu 3 cas qui étaient encore positifs. Les 3 cas ont été immédiatement isolés. Et on a continué à suivre la température. 6 jours après, on n'avait pas eu de cas de température. On a refait un prélèvement sur 240 chevaux. Il faut savoir que ça a un coût quand même assez important. On ne peut pas s'amuser à faire ça tous les 3 jours juste pour voir. Donc on a refait un prélèvement sur la totalité de l'effectif. Il y a eu à nouveau un cas positif. Mais là, après ça, le contrôle des températures s'est toujours montré négatif et on est sorti de l'épidémie. Donc vous voyez, face à 2 cas d'épidémie, ça peut évoluer de façon très très différente. Donc on va essayer de tirer les conclusions de ça, mais avant de parler des enseignements, je voudrais juste rappeler 2-3 petits points sur les particularités des herpès virus. Donc vous voyez, c'est une transmission par contact, contrairement à la grippe équine où ça peut se transmettre par l'air d'une écurie à l'autre. Vous avez vu, dans le cas de l'épidémie de Pau, on a pu confiner le virus à un endroit et à 250 mètres de là, il n'y a aucune détection du virus qui a été... Le virus n'a pas franchi les 250 mètres. Donc il faut vraiment un certain contact. Et ça, c'est un point positif. La transmission, par contre, elle se fait aussi par contact. Donc l'importance des vecteurs indirects. Le personnel, là encore, moi je ne remercierai jamais assez le sérieux du personnel de cette écurie-là, qui a justement permis l'absence de diffusion du virus. Un peu au point de vue vétérinaire, il faut faire attention. Les maréchaux ferrants ont aussi été très coopératifs dans ce domaine. L'autre chose, les herpès virus sont peu résistants dans le milieu extérieur. Donc la désinfection est assez facile. Ça, c'est un point positif. On l'a fait une fois que tout a été fini, évidemment. Qu'est-ce qui se passe quand le virus arrive dans l'organisme du cheval ? Il y a une multiplication dans les voies aériennes. Là, vous voyez les dégâts que ça peut provoquer. Là, c'était la trachée d'un des chevaux qui était mort, donc qui provoque une forme respiratoire. Ensuite, le virus passe dans le sang. C'est la période de virémie. Et là, il y a une réplication du virus toutes les 20 heures. Donc, toutes les 20 heures, le nombre de virus double. Après, ça va entraîner des lésions vasculaires qui peuvent avoir des répercussions neurologiques ou abortives. Voilà. Un cheval, il peut être excréteur 48 heures après le premier contact. Et ça peut durer, c'est variable évidemment, mais entre 1 et 3 semaines. Habituellement, on prévoit une quarantaine de 28 jours. Il y a 2 particularités importantes du virus herpès. C'est que, contrairement au virus de la Covid, la maladie ne confère pas une protection durable. Donc ça, c'est très différent. Les chevaux ne sont pas protégés. Même s'ils ont été infectés à un moment, ils peuvent le réattraper une deuxième fois. L'autre point important concernant l'immunité des virus herpès, le docteur Dablon en a parlé tout à l'heure, c'est le phénomène de latence. Quand le virus circule dans l'organisme, il va être détectable dans un premier temps, dans les voies respiratoires, dans le sang, et après, il va aller se fixer dans certaines parties du corps, notamment certains organes du système lymphoréticulé, et dans le système nerveux. Dans le système nerveux, c'est souvent le ganglion trigéminal, et là, il n'est plus détectable par des méthodes simples. Donc, il reste caché. C'est pour ça que je vous ai mis une image de sniper. C'est l'espion parfait. Et si on le cherche de façon spécifique, c'est-à-dire qu'on va chercher le génome dans le ganglion trigéminal, on se rend compte qu'il y a 80% des chevaux qui sont porteurs. Donc 80% de chevaux qui sont potentiellement le début d'une épidémie. Et on a essayé, dans le cas de l'épidémie de Pau, de retracer par où était rentré le virus. On ne l'a jamais trouvé. Donc on pense que l'apparition était la réactivation d'un cas latent. Alors, les enseignements, c'est ça qui est le plus important. Qu'est-ce qu'il faut retenir ?
Pour moi, l'important, c'est la rapidité de la détection. Il faut être vigilant et réagir extrêmement rapidement. C'est pour ça que le contrôle des températures est primordial. Parce que le contrôle des températures, c'est bien, c'est simple, c'est économique, tout le monde peut le faire, c'est très facile. Alors, à dire comme ça, dans une conférence, c'est facile, c'est bien. Par contre, à réaliser, il faut quand même être conscient que c'est très lourd. Prélever la température sur 240 chevaux, matin et soir, il faut vraiment s'y astreindre, et puis c'est fastidieux. Ça amène une petite remarque. Les nouvelles règles qui ont été imposées par la FEI pour les concours mettent justement en avant l'importance de cette prise de température. Mais par contre, il faut quand même que chacun y mette du sien, et ça c'est très important. On voit dans un premier temps, il fallait relever la température dans les 10 derniers jours avant le concours, et certains remplissaient la feuille dans le camion en arrivant sur le concours. Et ça, c'est des comportements qu'il faut à tout prix bannir. Parce que, comme dans le cas de la Covid, c'est un peu la responsabilité de chacun qui fait la réussite de l'ensemble. Alors maintenant, ça s'est bien amélioré avec l'application qui a été mise en place par la FEI. C'est très bien, et les températures, c'est majeur, et il faut s'y astreindre. Les tests PCR, une fois qu'on a une suspicion, on le confirme. Alors, comme l'a montré le docteur Dablon, c'est des tests qui ont beaucoup d'avantages. Ils sont très sensibles, très spécifiques. Il y a très très peu d'erreurs sur les tests PCR. Ils sont très rapides parce qu'il n'y a pas de mise en culture. On l'a montré en 1 heure, ça s'est répliqué. Donc on n'a pas de mise en culture, c'est rapide. Alors il y a deux grands types. Il y a les laboratoires centraux qui offrent un service d'analyse PCR. Il y en a plusieurs en France qui réalisent le test. Et on a aussi, comme l'a montré le docteur Dablon, des PCR locaux dans les cliniques. Alors je pense que c'est inutile d'opposer les deux systèmes. Les deux systèmes ont des gros avantages. Le laboratoire central, il va non seulement déclarer le cas positif, mais ils vont pouvoir aussi, en plus, après, tracer l'épidémie, typer le virus, faire énormément de travail à la suite de l'isolement du cas positif. Par contre, comme vous l'avez vu dans notre cas, il faut l'envoyer. Il y a un délai. L'avantage du système local, c'est qu'on va pouvoir déjà avoir une réponse très rapide. Donc, il faut utiliser, pour ma part, il faut utiliser les deux options. Donc, l'autre chose, dans la rapidité de la mise en isolement, ça c'est la leçon numéro 2, il ne faut pas attendre d'avoir de certitude pour se dire on met en isolement. Dès le premier cas de température, alors c'est vrai, on fait pas, vous avez vu, le premier cas de fièvre, on n'a pas déclenché le plan hors sec le premier jour. Par contre, on a commencé à mettre les choses en alerte. Et dès que le résultat positif arrive, il faut être capable de mettre le jour même en place toutes les mesures. Il ne faut pas attendre 2-3 jours, dire oui, mais ça va aller. Parce que ce qui est traître, vous avez vu, on a juste des chevaux qui ont de la fièvre. Ce n'est pas alarmant dans un premier temps. La catastrophe, elle arrive après. Donc il est très très important de l'anticiper. Alors ne pas attendre les signes neurologiques, vous avez vu, dans l'épidémie, ils arrivent que très tardivement. Donc il faut mettre les mesures en place avant. L'autre chose, c'est que plus vous réalisez l'isolement tôt, moins vous aurez des chevaux à isoler. Donc si vous avez 2 chevaux à isoler, vous allez trouver quelqu'un qui a une écurie qui est libre où vous pouvez isoler 2-3 chevaux. Par contre, si vous avez 40 chevaux malades, vous cherchez une écurie pour mettre 40 chevaux malades, vous ne trouverez jamais l'endroit. Donc plus c'est tôt, plus c'est facile. L'autre chose, alors, j'ai marqué ne pas attendre les autorités officielles pour réagir, parce que c'est vrai que quand les autorités vont être avisées, on va vous demander ce que vous avez pris comme mesure. Dans notre cas, on a eu cet avertissement-là 15 jours après le début de l'épidémie. Donc là, il faut le faire tout de suite. Là encore, surtout, ne pas mettre les choses sous le tapis en se disant « bon, ça va peut-être pas se voir ». Ça, c'est catastrophique. La rigueur, dans la leçon numéro 3, c'est la rigueur dans la réalisation. Alors, là encore, c'est très très facile de mettre un plan en place. Vous avez vu, on l'a fait là, c'est très facile de dire il faut faire comme ci, comme ça, voilà. Très facile à mettre en place, beaucoup plus difficile à réaliser.
et par contre extrêmement difficile à maintenir. Et là, je veux vous dire que, vous avez vu dans la deuxième épidémie, quand tout va bien, qu'il n'y a plus de cas de fièvre, mais on est encore en attente, c'est très difficile de motiver les gens à maintenir ces mesures qui sont très difficiles, très lourdes à tenir. Et là, il y a une importance importante du travail d'équipe. Et là encore, on avait des troupes d'élite et ça s'est bien passé parce que les gens étaient extrêmement consciencieux. Alors, la prévention ou le traitement. Les traitements antiviraux peuvent être utilisés. Comme je vous disais, ils sont quand même coûteux dans ce cas-là. C'est à peu près 1 500 € par cheval. Et surtout, il faut qu'ils soient disponibles. Quand ça arrive dans un gros effectif, ça peut être un problème. L'efficacité, sincèrement, moi je ne peux pas me prononcer, mais scientifiquement, c'est ce qui a donné le plus de preuves de traitement. Nous, on n'avait pas assez de cas pour avoir un avis fiable. Mais l'impression clinique a semblé fonctionner sur au moins 3 chevaux. Les traitements corticoïdes, comme dans les cas neurologiques, on peut utiliser des traitements corticoïdes. Par contre, c'est controversé, mais c'est très peu coûteux. Moi, je l'ai utilisé sur certains cas. Les autres traitements, la friabilité est très douteuse. La vaccination. La vaccination, dans le cas de la rhinopneumonie, on sait que le vaccin n'est pas efficace contre la forme nerveuse déjà. Mais je pense qu'il ne faut pas voir c'est un petit peu comme le virus de la Covid. On peut voir le côté individuel, mais c'est plus important de voir le côté collectif. Et quand une population est largement vaccinée, le virus a beaucoup, beaucoup plus de mal à circuler. Donc c'est plus une question, je pense, de population que d'individus. Donc pour cette raison-là, la vaccination pour la rhinopneumonie a été rendue obligatoire dans les courses il y a 2-3 ans, il y a quelques années, et avec un rappel annuel. À partir du 1er janvier, ce sera un rappel biannuel. Et pour les concours, pour l'instant, la vaccination rhinopneumonie n'est pas obligatoire, mais elle devrait être obligatoire pour les concours de la SHF à partir du 1er janvier 2022. Voilà. Le 5e enseignement, c'est l'action individuelle par rapport à l'action des mouvements officiels. Donc on voit en Espagne, la situation elle a été gérée par les instances officielles, quand ils ont été mis au courant, évidemment. Moi je pense que c'est très important d'avoir une action individuelle locale, la première ligne, parce qu'elle est très rapide, elle est facile à mettre en place et on est au tout début. Donc c'est rapide et facile à mettre en place, et donc, par conséquent, extrêmement efficace. L'action des autorités officielles, eux, il faut le temps qu'ils soient prévenus, qu'ils trouvent du monde pour s'occuper de la situation, et du coup, ils arrivent dans une situation qui est déjà totalement altérée, donc qui va être beaucoup plus difficile à gérer. Et en plus, cette action-là va être coûteuse. Dans le cas de l'Espagne, des vétérinaires de toute l'Europe ont été appelés en renfort. Ça a nécessité un budget non négligeable. Alors là, je vais faire un petit aparté. C'est pour mentionner l'importance de la première ligne. Alors je suis un petit peu chauvin, je vais faire un parallèle avec le rugby. C'est exactement pareil. Le problème, il doit être saisi dès qu'il apparaît et neutralisé sur place. Sitôt que ça parallèle, habituellement, c'est beaucoup plus difficile à rattraper. La personne de gauche là, est un vétérinaire qui travaillait avec nous, qui était pilier de l'équipe de rugby, de l'équipe d'Écosse pendant 60 sélections. Il savait de quoi il parlait. Voilà. L'autre conséquence, c'est la taille des barnes. Plus le barn est petit, plus l'épidémie va être petite. Et je pense qu'il faudra à l'avenir voir ces grands concours, et d'ailleurs la fédération a commencé à mettre en place des règles très strictes pour ces rassemblements où il y a des milliers de chevaux pour éviter justement la propagation. Et c'est pour ça qu'un contrôle très strict a été mis en place. Je pense que ça va beaucoup aider cette situation. Alors pour finir sur une note positive quand même, parce que c'est vrai que ces épidémies-là, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe humaine, des chevaux morts, un bilan économique catastrophique.
tout le monde finit vidé après une épidémie comme ça. Mais dans le cas de l'épidémie de Pau, vous voyez, ça s'est terminé fin mai. Mais par contre, fin mai, tout était fini dans le Barn. Le virus n'a jamais circulé dans les 2 autres unités. Dans les 2 autres unités, les chevaux ont continué à s'entraîner tout à fait normalement. Résultat, le 4 juin, l'écurie gagnait le Jockey Club avec le cheval Bramto. Donc, c'est très payant de faire les choses sérieusement. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je suis à votre disposition pour les questions.